Donc bonjour tout le monde, chers maîtres, chers collègues. Je suis très heureuse de commencer cette journée par présenter ma conférence qui va parler du syndrome métabolique au cours du rhumatisme inflammatoire chronique. C'est une entité nosologique qui est bien connue au cours de la goutte et au cours de l'arthrose, mais je pense qu'elle est moins bien connue au cours du rhumatisme inflammatoire chronique. En fait, c'est une entité nosologique un peu spécifique qui a été établie par les endocrinologues qui contient un ensemble de facteurs de risque traditionnels et non traditionnels centrés essentiellement sur l'obésité abdominale. Elle contient en plus une hypertension artérielle, une dyslipidémie, un état pro-inflammatoire, un état pro-thrombotique et cette entité spécifique prédispose à une augmentation du risque cardiovasculaire global. Ce syndrome métabolique a été décrit dès le XXe siècle et défini par M. Riven en 1998. Ils ont attribué à ce syndrome plusieurs dénominations, dont la dernière est le syndrome plurimétabolique, et plusieurs définitions internationales ont été utilisées pour définir ce syndrome, dont trois sont les plus utilisées: celle de l'Organisation mondiale de la santé, celle de la National Cholesterol Education Programme et celle de l'International Diabetes Federation établie en 2005. Concernant la définition de l'ATP, donc pour retenir le diagnostic de syndrome métabolique, on doit avoir au moins trois des critères suivants. Le surpoids, donc c'est une obésité abdominale définie par un tour de taille supérieur à 88 cm chez la femme et 102 cm chez l'homme, et ce sont des normes américaines. Aussi, on doit avoir une hypertension artérielle dont les chiffres doivent être supérieurs à 13 pour la systolique et 85 pour la diastolique, ou bien le patient doit être traité par un traitement antihypertenseur. La glycémie doit être supérieure à 1 g par litre, les triglycérides doivent être à un taux supérieur à 1,5 g par litre, le taux des HDL doit être inférieur à 0,4 g chez la femme et 0,5 g chez l'homme. Pour la définition de l'IDF établie en 2005, c'est la plus utilisée actuellement. Donc l'obésité abdominale est un critère obligatoire et on doit avoir deux autres des critères déjà cités. Et cette définition IDF, donc selon cette définition, on aura une prévalence plus augmentée du syndrome métabolique. Et concernant les normes du tour de taille, on a des normes américaines qui sont 88 cm pour la femme et 102 cm pour l'homme. Il existe aussi des normes européennes. Donc les normes sont 80 cm chez la femme et 94 chez l'homme. Donc dans les populations arabes, on utilise plutôt les populations européennes qui sont proches de notre population. Concernant ce syndrome métabolique, donc selon une revue récente de la littérature, ce syndrome métabolique augmente de 3 à 3,5 le risque cardiovasculaire. Donc on doit faire attention à ce syndrome, surtout au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc si les facteurs de risque cardiovasculaire pris un à un individuellement, ces facteurs de risque ont un faible poids sur l'augmentation du risque cardiovasculaire. Et s'ils sont associés dans ce syndrome métabolique, donc on aura une augmentation de 3 à 3,5 du risque cardiovasculaire. Donc ce syndrome métabolique contribue par plusieurs mécanismes à l'augmentation de l'athérosclérose. Cette athérosclérose est augmentée essentiellement par le biais de la dyslipidémie. Donc on a essentiellement une obésité abdominale, par conséquent on a une dyslipidémie, on a une libération des LDL cholestérol qui sont par des mécanismes biochimiques bien connus, oxydés et incorporés dans les macrophages. Ces macrophages vont se transformer en cellules spumeuses. Ces cellules spumeuses vont former la fameuse plaque athéromateuse. Donc tout ce syndrome métabolique est centré sur l'insulinorésistance. Qu'est-ce que ça veut dire insulinorésistance? Donc on a essentiellement au cours du syndrome métabolique une dyslipidémie. On a une libération excessive d'acides gras libres et donc il est bien connu et admis que ces acides gras libres vont inhiber la fixation de l'insuline au niveau de son récepteur et donc on aura une résistance de l'insuline au niveau des différents récepteurs de l'insuline, essentiellement au niveau du muscle, au niveau du foie et au niveau de la membrane de toutes les cellules de l'organisme.
Donc, au niveau du tissu adipeux, on a un excès de la lipolyse avec une augmentation des acides gras plasmatiques. Au niveau du muscle, on aura une diminution de la captation du glucose avec par conséquent une stimulation de la néoglucogénèse musculaire. Au niveau hépatique, on aura une augmentation de la néoglucogénèse hépatique avec augmentation par conséquent du glucose plasmatique. Et on aura les différentes formes d'intolérance au glucose, allant de l'intolérance simple au diabète avéré. On aura une augmentation de la sécrétion ou bien de la synthèse des VLDL avec diminution par conséquent du HDL cholestérol. Et cette insulinorésistance, on aura une compensation par le pancréas, on aura une augmentation de la sécrétion de l'insuline par les cellules bêta-1 du pancréas. Donc cet hyperfonctionnement du pancréas va induire une destruction spontanée du pancréas. Donc au stade ultime de la maladie, on aura une insulinopénie par destruction de toutes les cellules bêta du pancréas. Donc tout ce concept du syndrome métabolique se base sur le concept de l'inflammation qui a un point de départ au niveau de l'adipocyte. En fait, l'adipocyte n'est pas une cellule normale, donc c'est une cellule qui a des fonctions endocrines et paracrines. Donc ce tissu adipeux, il est, en cas de surdosage, les cellules adipeuses vont s'hypertrophier avec présence de macrophages entre les cellules adipeuses. Et ce tissu adipeux va sécréter en excès la leptine. Donc la leptine est une hormone très augmentée au cours de l'obésité. Donc elle est très augmentée au cours du syndrome métabolique. Elle a des propriétés pro-inflammatoires. On aura une diminution des adiponectines, donc qui sont des hormones adipeuses anti-inflammatoires, avec aussi augmentation du TNF-alpha, de l'interleukine 1, de l'interleukine 6, et donc ce sont toutes des interleukines pro-inflammatoires. Et vous voyez ici que cette usine qui prend départ au niveau de l'adipocyte va favoriser l'insulinorésistance. Cette insulinorésistance peut être mesurée selon certains auteurs en utilisant un indice qui s'appelle le HOMA. Donc il se fait à jeun. Donc cet indice cette valeur de l'insulinorésistance est mesurée par la glycémie en millimol par litre, multipliée par le taux sanguin de l'insuline et divisé par 22,5. Donc le taux normal, il doit être inférieur à 2 à 3, il est supérieur à 3, et dans ce cas on parle d'insulinorésistance. Donc ce dosage est essentiellement fait dans les travaux de recherche. Donc je vais résumer avec ce tableau. Donc on aura au cours du syndrome métabolique une augmentation de la leptine, donc c'est une protéine pro-inflammatoire, une augmentation de toutes les cytokines pro-inflammatoires, notamment le TNF-alpha, l'interleukine 6 et l'angiotensinogène qui sera responsable de l'augmentation de la tension artérielle. Et essentiellement, on a une diminution de l'adiponectine. Donc c'est une hormone essentielle qui est très diminuée au cours du syndrome métabolique. Donc elle est impliquée dans l'insulinosensibilité avec augmentation de l'oxydation des acides gras et diminution de l'athérogénèse. Donc là, dans l'avenir, elle pourra être une alternative thérapeutique de recherche. Pour nous praticiens, comment mesurer l'obésité abdominale? Donc, on connaît tous le fameux indice de masse corporelle, mais il ne reflète pas bien toute l'obésité. Et au cours du syndrome métabolique, l'obésité pathologique, le tissu adipeux pathologique, c'est le tissu adipeux blanc qui existe au niveau des viscères. Ce n'est pas le tissu adipeux sous-cutané. Donc, et ce fameux tissu adipeux peut être mesuré par différentes techniques, le scanner par exemple, la densitométrie osseuse, ou bien simplement par une mesure clinique, c'est la mesure du tour de taille. Donc, pour nous, Arabes, population arabe, on utilise les normes européennes, comme je viens de le préciser tout à l'heure. Donc, voici un exemple scanographique. Donc, ce qui nous intéresse au cours du syndrome métabolique, c'est la graisse viscérale. Donc, c'est la fameuse usine de l'inflammation. Qu'en est-il des anomalies lipidiques et glucidiques au cours du bilan, au cours du syndrome métabolique? Donc sur le plan lipidique, on aura deux types d'anomalies, quantitatives et qualitatives. On a une augmentation des triglycérides, diminution des HDL, augmentation de la lipémie postprandiale, augmentation des LDL cholestérol. Ces LDL aussi vont devenir petites et denses, avec diminution de la taille des lipoprotéines riches en triglycérides. Sur le plan glycidique, on aura
une intolérance glycidique qui va aller jusqu'à un diabète avéré. Sur le plan artériel, essentiellement, on a une hypertension artérielle essentiellement par la dysfonction endothéliale, par augmentation de la synthèse de l'angiotensinogène, et on peut avoir d'autres anomalies qui sont bien connues au cours du syndrome métabolique, notamment l'hyperuricémie, la microalbuminurie, l'augmentation de l'insulinémie, un état prothrombotique qui va aggraver l'incidence de l'athérosclérose, par augmentation du fibrinogène, un état inflammatoire, on aura essentiellement une augmentation de la CRP ultrasensible avec augmentation de l'interleukine 6. On peut avoir une stéatose hépatique, on la trouve toujours cette stéatose chez les patients suivis pour polyarthrite rhumatoïde et on ne sait pas pourquoi. On peut trouver un syndrome d'apnée de sommeil avec le syndrome des ovaires polykystiques. Qu'en est-il de la prévalence du syndrome métabolique au cours du rhumatisme inflammatoire et quelle est la relation entre la prévalence de ce syndrome et les traitements anti-rhumatismaux? Donc, selon les différentes revues de la littérature récente, cette prévalence elle est aux alentours de 20% au cours de la polyarthrite rhumatoïde, uniquement au cours de la SPA, elle est de 11%, et au cours du rhumatisme psoriasique, elle est de 38%. Selon cette revue récente de la littérature, donc on a une augmentation très importante, une prévalence très augmentée du syndrome métabolique au cours de la goutte et au cours de l'arthrose. On ne va pas s'intéresser à ces deux pathologies. Par contre, cette prévalence, elle est de 18% au cours du lupus et elle peut aller jusqu'à 40% au cours de la PR. Donc, selon ces revues de la littérature, les facteurs associés à une augmentation de la prévalence du syndrome métabolique au cours du rhumatisme inflammatoire chronique, que ce soit l'APR, le SPA ou bien le lupus érythémateux disséminé, c'était essentiellement l'inflammation et les traitements anti-rhumatismaux. Au cours de l'APR, la prévalence du syndrome métabolique varie entre 18 et 55%. Et cette variation très importante de la population, de la prévalence du syndrome métabolique, est due à la variation des populations d'études. Donc, au cours de l'APR, dans les études récentes, on a trouvé une forte association entre l'activité de l'APR et la prévalence du syndrome métabolique. Donc, en fait, l'inflammation chronique va entraîner une sécrétion très importante des cytokines pro-inflammatoires, notamment le TNF-alpha et l'interleukine 6, qui faciliterait l'insulinorésistance. Ainsi, l'inflammation serait associée à l'obésité, qui est un état pro-inflammatoire chronique. On aura par conséquent une dyslipidémie avec augmentation des triglycérides et diminution du HDL cholestérol, ce qui exposerait aux modifications chroniques du profil lipidique chez ces patients. Le score HAQ serait-il associé à la présence du syndrome métabolique? Oui, en fait, les patients qui ont un score élevé, c'est-à-dire une PR très invalidante et très handicapante, sont susceptibles de mener un mode de vie moins actif. Donc, ils seront obèses, ce qui augmenterait le taux d'obésité et la prévalence du syndrome métabolique. Qu'en est-il de la durée d'évolution de la PR? Donc, les études là sont trop controversées. Par contre, l'âge avancé des patients, l'AVS, la CRP et le DAS28 très augmentés ont été trouvés des facteurs prédictifs de survenue du syndrome métabolique. La positivité du facteur rhumatoïde et des APA n'était pas associée de façon significative à la présence du syndrome métabolique, mais la forte positivité du facteur rhumatoïde et des anti-CCP serait liée à la sévérité de l'APR et par conséquent on aura un état très inflammatoire et une prévalence très augmentée du syndrome métabolique. On a constaté que chez les patients polyarthritiques, on a des taux élevés d'acide urique et cette augmentation du taux d'acide urique est expliquée par les anomalies qu'on vient de citer. Qu'en est-il du syndrome métabolique au cours du lupus érythémato-systémique? Selon cette étude récente publiée dans Lupus 2013, les auteurs ont étudié 156 patients avec un lupus et ils les ont comparés avec 90 contrôles. En fait, ils ont trouvé que les acides gras libres sont élevés chez les patients atteints de lupus, en particulier ceux qui ont un syndrome métabolique. Ces acides gras libres donc, ne sont pas associés à des marqueurs de l'inflammation, mais sont associés à l'insulinorésistance. Enfin, en fait, chez les patients lupiques, le syndrome inflammatoire n'est pas très important. Mais les auteurs, ils ont constaté que le taux des acides gras libres est très augmenté. Dans une autre étude,
concernant 92 patients atteints de lupus érythémateux contre 30 contrôles, les auteurs ont trouvé une résistance à l'insuline très augmentée calculée par l'indice de OMA avec une augmentation de l'épaisseur intima média. En particulier, les patients lipides qui ont un syndrome métabolique associé à une augmentation de l'activité de la maladie ont un syndrome métabolique très élevé. Donc, une prise en charge efficace du syndrome métabolique permettrait un contrôle de l'activité du lupus et le développement futur des événements cardiovasculaires chez ces patients. Au cours de la spondylarthrite ankylosante primitive, donc, les facteurs prédictifs de survenue du syndrome métabolique sont le BAS-DI élevé, l'obésité, la présence d'un syndrome inflammatoire biologique, le traitement anti-inflammatoire non stéroïdien, l'augmentation de l'épaisseur intima média, l'augmentation de la leptine et la diminution de l'adiponectine. Donc, selon cette étude publiée en 2012, donc, les auteurs se sont intéressés à mesurer le taux d'adiponectine et de la résistine. Donc, c'est une autre hormone qui fait partie des adipokines du tissu adipeux. Donc, ils ont trouvé que les taux d'adiponectine et la résistine ne sont pas corrélés avec l'activité de la maladie. Mais le taux d'adiponectine est corrélé avec la sensibilité à l'insuline. Donc, l'hypothèse émise dans ce cas, c'est que la possibilité que de faibles concentrations d'adiponectine circulantes peuvent être impliquées dans la pathogénèse de la maladie cardiovasculaire au cours de la SPA. Qu'en est-il de la prévalence du syndrome métabolique au cours du rhumatisme psoriasique? Donc, on connaît tous que la prévalence du syndrome métabolique peut atteindre même 50% au cours du rhumatisme psoriasique. Et c'est le rôle de l'insulinorésistance, c'est le rôle de l'augmentation des cytokines pro-inflammatoires, notamment le TNF-alpha et l'interleukine 6. Pour le syndrome de Gauchereau-Jegrel, donc selon cette étude qui a inclus 254 patients avec un syndrome de Gauchereau primitif, les auteurs ont trouvé une fréquence augmentée du cholestérol sanguin, une hypertriglycéridémie, un diabète de type 2 avec une hyperuricémie qui atteint 58%. En fait, l'hypercholestérolémie s'accompagnait d'une faible fréquence des marqueurs immunologiques de la maladie, notamment les SSA, les SSB, avec une diminution du taux du complément. Mais l'hypertriglycéridémie et le diabète de type 2 ont été trouvés associés avec une prévalence élevée de l'atteinte extra-glandulaire au cours du syndrome de Gauchereau primitif. Qu'en est-il des traitements anti-rhumatismaux et du syndrome métabolique? On connaît tous que les anti-inflammatoires non stéroïdiens augmentent le risque des événements cardiovasculaires, à l'exception du naproxène. Le rôle des glucocorticoïdes est très controversé. En fait, leur utilisation à leur terme prédispose au diabète de type 2, à la dyslipidémie, à l'obésité androïde, et d'autre part, par l'effet, par le mécanisme de diminution de l'inflammation, ils ont un rôle dans la diminution de l'insulinorésistance et par conséquent de la prévalence du syndrome métabolique. Pour le méthotrexate, selon différentes études, la non-prise ou l'utilisation moindre du méthotrexate serait un facteur indépendant du syndrome métabolique au cours de l'APR. Le mécanisme d'action du méthotrexate n'est pas bien connu. Peut-être qu'il existe un effet spécifique de ce médicament, mais peut-être que ce médicament diminue la prévalence du syndrome métabolique par le biais de la diminution de l'état inflammatoire. Les biothérapies, notamment les anti-TNF-alpha, ces biothérapies, donc, ils diminuent la lipolyse et par conséquent, ils diminuent la prévalence du syndrome métabolique par action sur les récepteurs du TNF-alpha. Donc, ils ont un effet anti-inflammatoire. Maintenant, une fois qu'on a fait le diagnostic du syndrome métabolique au cours d'un rhumatisme inflammatoire chronique, on doit le traiter pour diminuer le risque de survenue d'événements cardiovasculaires. Donc, tout le traitement de ce syndrome, il est basé sur la modification du style de vie avec un reconditionnement alimentaire. Donc, c'est un traitement essentiellement préventif. On doit diminuer l'apport en graisse totale. On doit diminuer l'apport en graisse saturée, donc qui doit être moins de 10% de l'énergie totale, avec augmentation de la consommation des acides gras monoinsaturés, augmentation de l'oméga 3 qui a un effet anti-inflammatoire, avec augmentation de la consommation des fibres. Donc le patient doit calculer sa fraction alimentaire chaque jour. On doit éviter les régimes riches en hydrates de carbone, car c'est
les régimes hyperprotidiques, augmente l'afflux hépatique en hydrate de carbone, il augmente la glycation des protéines avec une diminution prématurée de la capacité insulino-sécrétrice des cellules bêta. Donc, le régime hyperprotidique, il contribue à l'insulino-résistance. L'équilibration alimentaire, l'activité physique régulière vont contribuer à la perte du poids. Donc, ceci avec tout ce qu'on vient de dire, on aura une diminution de la masse grasse, par conséquent une augmentation de la sensibilité à l'insuline, une augmentation de la tolérance au glucose, par conséquent une diminution des LDL, augmentation des HDL, diminution de la pression artérielle, diminution de l'état pré-thrombotique. Donc on aura une prévalence diminuée du diabète de type 2, diminution de l'athérosclérose et par conséquent diminution de tous les événements cardiovasculaires. On dispose aussi de traitements médicamenteux du syndrome métabolique, basés essentiellement sur les médicaments antidiabétiques, c'est essentiellement les biguanides et les glitazoles. Donc les glitazoles sont actuellement retirés de la Tunisie. On dispose aussi des antagonistes du récepteur cannabinoïde, donc qui ont un effet antihypertenseur, mais aussi ils sont malheureusement retirés pour des effets indésirables. Et on peut utiliser les anti-agrégants plaquettaires pour diminuer l'état pro-inflammatoire et pro-thrombotique. Donc, les glitazones sont ils s'appellent les peroxysomes proliferator activated receptors. Donc, ce sont des récepteurs nucléaires qui sont impliqués dans la régulation du métabolisme lipidique. On a 3 types, l'alpha, bêta et le gamma. Les fibrates, qu'on utilise tous les jours dans les dyslipidémies, sont des agonistes de CPPAR alpha. Les glitazones sont des agonistes de type gamma, mais ils sont retirés de la Tunisie. Donc ces glitazones, ils augmentent la sensibilité à l'insuline, ils modifient les paramètres lipidiques avec augmentation surtout de l'HDL cholestérol, et in vitro, ils ont montré une diminution de l'apoptose au niveau des cellules pancréatiques. On peut utiliser les statines et les fibrates. Quand est-ce qu'on peut utiliser les statines? Quand est-ce qu'on peut utiliser les fibrates? Donc les fibrates sont utilisés de première intention quand on a une hypertriglycéridémie pure ou bien une hyperlipidémie mixte avec hypertriglycéridémie prédominante. On peut utiliser les statines de première intention en cas d'hypercholestérolémie pure ou hyperlipidémie mixte ou bien en cas avec hypercholestérolémie prédominante. Mais on peut associer les deux, les statines et les fibrates. Il n'y a pas de risque. Avant de décider de traiter, donc on doit calculer le risque cardiovasculaire chez ces patients qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique. Et le modèle le plus utilisé actuellement, c'est le modèle de Framingham. Donc c'est un modèle très simple, on doit inclure tous les paramètres dont on vient de parler, la tension artérielle, le taux de HDL, le taux de LDL. Et si ce score il est inférieur à 10, donc il est faible, entre 10 et 20%, il est modéré. Ici, il est augmenté à 20%, il est augmenté. Et dans ce cas, on doit traiter d'emblée par les fibrates, les statines, en plus des règles hygiéno-diététiques. Et on a des cibles thérapeutiques pour le LDL cholestérol, pour le HDL cholestérol, pour la tension artérielle et pour la glycémie. Donc si le score de Framingham est augmenté supérieur à 20%, on doit traiter par les fibrates et les statines, en plus des règles hygiéno-diététiques. En conclusion, le syndrome métabolique est fréquent au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc, il a une valeur prédictive de survenue du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Donc, toute la physiopathologie de ce syndrome est centrée sur l'insulinorésistance, donc qui a un point de départ l'obésité et l'inflammation. Donc, l'adipocyte est une usine inflammatoire. Et la prévention de ce syndrome passe par le contrôle de la maladie inflammatoire avec une bonne hygiène de vie et un reconditionnement alimentaire journalier. Je vous remercie.